Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion de crise et sur des idées reçues, je vous propose d'écouter cette interview avec Raphaël de Vitoris et on se retrouve tout de suite après le générique. À tout de suite. Raphaël, la première question que je te poserai, c'est comment faire pour éviter les erreurs dans la prise de décision? En situation de crise, j'imagine. Bien sûr, en situation de crise, tout à fait. En situation de crise. Alors, j'aurais tendance à dire que, de prime abord, on aurait tendance à réfléchir au niveau des fonctionnements personnels de raisonnement et d'analyse. Et moi, j'aurais tendance à terminer par ce point-là. J'aurais tendance à regarder les éléments contextuels qui favorisent ou qui défavorisent la prise de décision, qui sont en fait parfois même des éléments matériels. Donc, donc, quand on imagine une cellule de crise, on imagine plusieurs personnes réunies soit dans un domaine commun, qui soit virtuel, distanciel, entre guillemets, plutôt distanciel, ou présentiel, avec la salle de crise telle qu'on l'imagine, avec des whiteboards, des schémas, des layouts, des plans, un manuel de crise, tous ces éléments-là. Et en fait, ces éléments contribuent à la bonne ou à la mauvaise prise de décision, autant que les facteurs psychologiques, j'aurais tendance à dire. En fait, je renvoie vers un auteur qui a commencé à écrire là-dessus à la fin des années 80, qui s'appelle Carl Weick, W-E-I-C-K, et qui a été le père du concept de sense-making, donc en fait, littéralement, créer du sens. Et en fait, ce que propose Carl Weick, et qui me parle énormément en tant que praticien, c'est d'avoir une vision sense-making qui est le contraire de celui du decision-making. Je vais expliquer les deux concepts. Le decision-making, c'est je pense d'abord, j'agis après. Et ce qui est une vision hyper rationnelle de ce qu'on imagine être le fonctionnement d'un être humain en temps de paix, entre guillemets, lorsqu'il réfléchit à un problème, propose une solution, voit comment elle se développe et la corrige. Le sense-making est totalement différent et repose sur le fait qu'il y a une incertitude et une perte de repère, ce qui colle exactement avec le concept de gestion de crise, puisqu'on peut être victime de la procrastination, de la sidération et la panique, qui sont des états psychologiques très connus, que ce soit aussi bien collectifs qu'individuels, en situation anxiogène. Et dans ce cas-là, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement de l'intelligence, qu'elle soit collective ou individuelle, a tendance à d'abord agir avant de penser. C'est l'action qui pousse à la réflexion. Et ce qui n'est pas un problème, puisqu'en fait, la première action, aussi maladroite soit-elle, pose les bases d'une confrontation au réel. Et c'est là où le sense-making prend tout son sens. Le sense-making, c'est l'interprétation du réel. Et dans la cellule de crise, c'est l'interprétation collective cohérente. Est-ce que tous les membres en présence ont la même interprétation de ce qui est en train de se passer, des enjeux et des conséquences éventuelles? Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui permet de resserrer ou d'homogénéiser cette compréhension générale? C'est avoir une visualisation de la crise avec un plan ou avec des photos. C'est avoir peut-être un manuel de crise qui donne des lignes guides hyper structurantes dans lesquelles tout le monde arrive à s'inscrire et à se positionner. C'est des discussions et des revues périodiques qui permettent de partager les développements et les dernières nouvelles que tout le monde n'a pas eu le temps de connaître. Et tout ça permet d'avoir cette interprétation collective cohérente qui est un des gages de la bonne prise de décision collective, dans un collectif qui est la cellule de crise. Et donc ça, c'est un élément primordial qui est, à mon sens, le plus souvent négligé. On pense avoir une salle de crise parce qu'on a nos sacro-saints retours d'expérience qui disent « faut avoir une bonne salle de crise ». Il faut pouvoir visualiser. Mais tout ça, c'est pour créer une interprétation. Et en fait, les résultats scientifiques ont montré que, quitte à avoir, lorsqu'on a une cellule de crise de gens pas très brillants et qui sont avec des revues périodiques et avec des éléments structurels qui leur permettent d'avoir une bonne idée homogène de ce qu'est la crise, par nature, les décisions ont tendance à être de plus en plus pertinentes, par correction perpétuelle et compréhension du décalage avec le réel et, entre guillemets, rattrapage. A contrario,
lorsqu'on a affaire à une cellule avec des rockstars, mais qui sont décalées les unes aux autres, parce que des personnes s'en vont de la cellule pendant 2, 3 heures, parce qu'ils vont sur le terrain, ils font des choses, et quand ils reviennent, ils sont pas mis à jour, il y a peu de revues périodiques pour recoller les wagons. On s'aperçoit que les prises de décision individuelles sont toutes en décalage, en micro-décalage, des décalages qui s'accumulent et qui font partir des actions dans des directions différentes. Et on perd en cohérence. En ce sens, c'était une longue digression pour dire que le contexte vaut presque autant que le phénomène psychologique qui est derrière. Et en ce sens, il n'est pas à négliger. Et maintenant, on ne comprend davantage pourquoi il faut autant travailler à la cellule de crise, non pas comme un bunker, mais comme un catalyseur d'interprétation collective cohérente. Et c'est pour ça que ce n'est pas déconnant d'imaginer des cellules de crise totalement distancielles, du moment que, même en Teams, du moment qu'on crée les conditions pour qu'on ait une interprétation collective cohérente. À ceci s'ajoute maintenant le point que je mettais en fin, mais qui est loin d'être le moindre, en fin de réflexion, celui du fonctionnement personnel de la prise de décision. Et en fait, la plupart des gens qui sont en cellule de crise ont déjà eu des activités managériales ou de résolution de problèmes. Donc le problème ne vient pas de leur capacité à résoudre des problèmes, puisqu'en fait, leur passé a montré qu'elles étaient capables de le faire. Ou leur diplôme le montre la plupart du temps. Et leur activité courante. La difficulté qu'il y a, c'est qu'en fait, la plupart du temps, on a entraîné les gens à de la résolution de problèmes en temps de paix. Donc sur une rationalité totale et un accès à la plupart des données nécessaires. On n'entraîne quasiment jamais les personnes à la prise de décision en situation anxiogène. Or, le stress fait que on peut avoir une surexpression des biais qui peuvent s'exprimer en temps de paix, mais qui ont une tendance à se surexprimer en temps de guerre ou en temps de crise plutôt. En temps de crise. Tout à fait. Et en fait, on a des éléments émotionnels qui ont été montrés par la science des traits de personnalité, où on peut devenir une caricature de soi-même en surexprimant son émotion, ou plutôt, à contrario, peut-être en se renfermant sur soi-même, en faisant seulement ce qu'on sait faire pour se rassurer. On peut avoir plusieurs éléments en étant plus ou moins volatile dans son attitude, en étant quelqu'un, par exemple, de créatif devenant hyper créatif, et ce qui devient en fait, un peu excentrique dans son imagination et qui est un petit peu difficile à capter. Et ça, ce sont des éléments qui perturbent la prise de décision. Et donc, j'aurais tendance à dire qu'à ce moment-là, une grande connaissance des phénomènes d'expression de traits de personnalité, ça a été montré, permet déjà de les réduire, au même titre que quand on connaît des expériences comme l'expérience de H, où ces expériences de manipulation de la personnalité, quand on les connaît, ça a été montré, on est moins sujet à en être victime. Quand on connaît ces travers, on est moins sujet, ça ne veut pas dire qu'on ne les exprimera pas, mais on est moins sujet à les exprimer. Si en plus on fait le travail d'un point de vue collectif, on peut avoir aussi un garde-fou collectif qui permet, lorsqu'on se connaît bien, de dire attention Raphaël, tu es en train d'être trop, je ne sais pas, tu es trop théâtral, tes émotions prennent le dessus, reprends-toi. Et en fait, c'est un élément aussi qui manque et qui est en fait le dernier arrivé de la discipline, un des derniers arrivés dans la discipline, c'est de s'intéresser aux phénomènes psychologiques en période difficile qui permettrait de commencer à rationaliser et à objectiver le fonctionnement des personnes. Désolé, la réponse est très longue. Non, c'est correct, c'est très très complet. Et puis ça m'amène à la question suivante, justement, mais tu as déjà un petit peu abordé cette partie-là. La question suivante, c'est pourquoi des personnes compétentes prennent des actions qui nous semblent bonnes au début, là, mais en fait qui se révèlent désastreuses par la suite. Alors je dirais, il y a plusieurs explications. D'une part, c'est qu'il y a le biais du champion qui fait que lorsqu'une personne compétente parle, ben, quoi qu'elle fasse, ça a l'air sérieux, puisqu'on n'a pas assez d'éléments en poche pour pouvoir contester. Ça s'appelle le biais du champion. Alors, le biais du champion, c'est d'attribuer un crédit surdimensionné à quelqu'un sous prétexte qu'il aurait une légitimité que nous n'avons pas sur le sujet.
Donc voilà. Et donc c'est par exemple, comme dans le cas du Covid, on a eu des gens qui étaient des proctologues qui nous Mm. parlaient d'épidémiologie Mm. et on se disait, bon, il est médecin, je ne le suis pas, ce qu'il dit, ça a l'air sérieux. Sauf un proctologue n'a pas plus de connaissances en épidémiologie que peut-être votre voisin carrossier qui s'intéresse un petit peu à la littérature médicale. Donc, il y a cet effet du champion. Le biais du champion s'accompagne souvent d'un autre biais qui s'appelle la communication silencieuse. En retour, la communication silencieuse, c'est quand vous avez, à contrario, euh, le public qui se dit, bah, comme personne réagit quand le champion parle, et comme ça a l'air de choquer personne, bon, c'est que c'est juste et que là où moi, ça me chatouille un peu, bah, c'est à moi de faire l'effort parce que visiblement, j'étais parti sur une mauvaise piste. Je ne veux pas sortir du lot, quoi. Mm. Exactement. Mais si tout le monde se dit ça en même temps, on a une sorte de consensus tacite de ne pas challenger ce qui est légitimement challengeable. Et donc, on a déjà cet effet-là qui fait que les experts disent des choses qui ont l'air, somme toute, très raisonnables et qui peuvent être tout à fait justes comme tout à fait fausses. Je ne parlerai, enfin, le Covid est un magnifique exemple puisqu'on a Ouais. eu toute une ribambelle d'experts dans toutes les directions différentes qui ont tous dit des choses les plus convaincantes les unes que les autres et dont une grande partie s'est révélée après coup totalement farfelue même parfois. Ouais, à côté de la plaque, ouais. Voilà, donc le deuxième élément, c'est aussi certains biais. Et certains biais qui existent chez la plupart des gens, moi j'en ai repéré plusieurs en cellules de crise dont je parle dans certains ouvrages, et qui contribuent à ce qu'on parte dans des directions un peu dingues. Le premier, que je vois souvent chez des gens qui se qualifient de pros de la crise ou de très familiers de la crise ou ceux qui gèrent le stress, et donc c'est un biais d'attribution. Le biais d'attribution, ça constitue à dire tout ce qui s'est bien passé, c'est grâce à mes décisions. Et puis quand ça s'est mal passé, c'est la faute à pas de chance. Et donc c'est un biais qu'on retrouve très très souvent, particulièrement exprimé pendant les retours d'expérience, qui sont pour moi une expérience à ciel ouvert de condensé de biais qui mènent souvent à pas grand-chose, mais c'est un avis qui m'est tout personnel. Il y a aussi un autre élément et qui va directement dans le sens de ta question, c'est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage est un biais qui se manifeste de la manière suivante. La première personne qui parle influence les autres. On a tous connu ce biais lorsqu'on fait un achat sur pour un objet qui n'a pas un prix immédiat ou un prix défini par une règle. C'est-à-dire lorsque vous allez acheter une voiture d'occasion, tout bêtement. Vous vous apprêtez à dire, bon ben moi j'y mettrai pas plus de 3000. Donc quand elle va arriver la voiture, je vais dire qu'elle vaut pas plus de 2000. Comme ça, dans la négociation, ça me laisse une marge de manœuvre. Et vous, avant même que vous parliez, le gars, avant que vous parliez, dit, de toute façon, ça c'est une voiture, je la descendrai pas en dessous de 4000. Parce qu'avec tout ce qu'elle a. Et en fait, le fait de l'avoir dit en premier impose à l'autre de faire un effort supplémentaire par rapport à la négo qu'il avait en tête. On a tous vécu ce moment-là. Et ça, bon, les vendeurs sont très, très familiers de ce truc-là. Ça s'appelle un biais d'ancrage. En cellule de crise, le premier qui parle, bah, il influence tout le monde, surtout quand c'est le chef, ou surtout quand c'est un dit expert. Donc vous pouvez avoir un pro des pompiers qui vous parle de crise parce qu'il dit moi je connais, j'ai connu tout plein de crises, j'en ai géré plein, et vous parle d'une crise sociale qui se passe en Thaïlande. Il n'a jamais géré de crise sociale et il connaît rien de la Thaïlande si ce n'est les pâtes thaï dans le restaurant dans lequel il a mangé il y a 2 jours. Et pourtant, on va se dire, ah ouais, peut-être que c'est intéressant, ou peut-être que ce qu'il va dire va plus compter que moi, qui, avec mon bon sens paysan, ne serait pas parti sur les mêmes pistes. Donc vous avez ce biais-là. Vous avez un autre biais qui s'exprime, qui s'appelle le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est-à-dire qu'on est influencé par les réussites, ce qui nous apparaît comme les recettes de réussite passée. Typiquement, il y a eu la crise X, Y, Z. On a fait quelque chose, ça s'est plutôt bien passé. On se dit, bon, bah, voici la recette à apprendre pour la crise de la thématique X, Y, Z. Sauf que, aussi vrai qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans la même eau d'un même fleuve, bah, on ne vit jamais 2 fois la même crise. Quand bien même soit-elle de la même thématique. Une pandémie ne se traite pas avec les mêmes. 2 pandémies ne se traitent pas avec les mêmes moyens. Puisqu'en fait, une pandémie d'Ebola et une pandémie de H1N1, c'est pas la même chose. C'est pas les mêmes périodes d'incubation, c'est pas les mêmes virus, c'est pas les mêmes symptômes, et donc on ne peut pas
prendre ce qui est la recette, ou ce qui a semblé être la recette, sans connaître l'effet chance associé. Et là, les pros ont souvent des recettes déjà faites dont on ne dispose pas parce que nous, on ne sommes pas pros. Et quand un expert dit, je connais ça marche lors de telle crise, et ben, par biais du survivant, on se dit, bah, la preuve en est, c'est qu'il a des éléments à avancer sur des expériences que moi, je n'ai pas. Mais c'est comme si moi, je vous dis, voici comment on réussit un concours ou un examen. Et je vais dire ça à un gamin d'aujourd'hui de 15 ans, alors que moi, lorsque j'ai passé mes examens, c'était pas la même époque. C'était pas le même genre d'examen. Peut-être que moi, il y avait beaucoup plus d'importance à l'écrit et que maintenant, c'est beaucoup plus d'importance à l'oral. Et je vais lui donner ma recette. Et lui, l'étudiant, il va se dire, ah bah ouais, ce monsieur a beaucoup plus de diplômes que moi. Ben, alors peut-être qu'une partie de mes conseils seront justes, mais peut-être qu'une partie de mes conseils vont l'induire en erreur parce que ça va pas du tout être l'attendu de l'examinateur. Donc voici pourquoi il faut être prudent. Ben, je vous ai donné 3 biais, je peux en donner plus, mais le but c'est pas de faire un étalage. Mais en fait, il y a une foultitude de biais qui nous entourent, qui nous poussent parfois à avoir une confiance un peu accrue ou un peu parfois même non justifiée envers des gens qu'il faut écouter, mais qu'il ne faut pas forcément suivre aveuglément. Il y a plein de... Quand on regarde l'histoire, hein, par rapport au biais que tu as donné là, il y a plein de moments de l'histoire, là, 14-18, 39-40, là, avec Pétain, là, ça reprend un des biais que tu as donné, là. Et il y a un homme politique dernièrement, là, qui a aussi utilisé une partie des biais pour dire, bah, ce qui a bien marché, c'était moi, et puis ce qui n'a pas marché, c'était la faute aux autres. Toute ressemblance avec des... Voilà, il serait totalement fortuit, mais en vrai, pour aller pour quelque chose de moins polémique et de plus éloigné, tu as raison. Moi, il y a quelqu'un dans un livre que je reprends clairement lorsque je parle des leaders, du leadership, parce que j'ai un problème avec les leaders type chef de guerre, qui sont pour moi un grand danger pour les cellules de crise, et pourtant qui sont chaque fois un profil qu'inconsciemment on désire avoir en cellule de crise, ou que les leaders essaient d'endosser comme rôle, alors qu'ils en ont rarement la carrure, selon moi, et tant mieux, parce qu'en fait, c'est peut-être pas la bonne formule, c'est le général Gamelin, que j'appelle le bien nommé, parce qu'en 39-45, lui qui avait été si brillant à la Première Guerre mondiale, en 39-45 fait partie dirige les réflexions qui ont amené à la ligne Maginot, qui considérait que les Allemands allaient attaquer comme à la Première Guerre mondiale, aux mêmes endroits, même technique, même technologie. Et en fait, on connaît tout ce qui s'est passé. En 12 jours, on a été mis par terre, alors qu'on était dit la meilleure armée du monde, avec une ligne Maginot qui nous a servi à pas grand-chose. Et là, on est vraiment sur ces éléments de biais qui, même chez des gens brillantissimes et très intelligents, peuvent rendre des décisions totalement inaptes, inadaptées et dangereuses. Raphaël, on va arrêter là. Il y a 2 autres questions, mais on refera une vidéo par rapport à ça, là, parce que c'est des questions super complètes et vraiment, je t'en remercie. On va se retrouver lors du bootcamp qui va avoir lieu du 13 au 17 juin. Et vous avez vu, pour les personnes qui nous écoutent, il y a beaucoup de stock avec Raphaël. Et croyez-moi, c'est vraiment une approche sur justement les biais cognitifs qu'on n'a pas l'habitude de voir au niveau de la gestion de crise. On n'en parle jamais, hein, et en effet, il y a plein de biais cognitifs qui vont être vraiment très intéressants à voir. Et tu vas faire justement une conférence là-dessus et ça va être, à mon avis, passionnant. Raphaël, je te remercie encore du temps que tu as passé et que tu nous as permis et le partage d'informations que tu nous as donné. Puis on va se retrouver au bootcamp d'ici quelques semaines. Merci à toi, Raphaël. Merci beaucoup.